Bonjour à tous. L'actualité reste toujours marquée par les rapports assez difficiles entre le Bénin et son voisin le Niger, même si le premier navire chinois qui a chargé le pétrole venant de Niamey à Sémékodi a pris départ. Les journaux en parlent ce matin, vous allez le voir dans la une des journaux tout à l'heure. Ils ont tendance en tout cas à y voir une avancée notable vers le dégel entre les deux voisins, en dépit de tout. Seulement voilà, une déclaration cette fois-ci d'un activiste panafricaniste d'origine béninoise à Niamey, pourrait bien compliquer les choses. De bases militaires existantes au Bénin pour déstabiliser le Niger, on est désormais passé à des légionnaires noirs qui forment de jeunes terroristes pour les mêmes objectifs de déstabilisation. Nous allons décortiquer ces différents propos et les mettre dans le contexte diplomatique actuel pour évaluer leurs impacts sur les rapports entre les deux pays frères. Ce sera lors de nos discussions qui viendront tout à l'heure, dans une heure de temps environ. Notre invité ce matin, c'est le professeur Placide Clédio, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi et chercheur, membre du comité d'organisation d'un colloque scientifique sur l'histoire et les valeurs socioculturelles et historiques du royaume d'Alada. Nous allons parler de ce colloque et de ce qu'il va apporter à la ville d'Adjaouto avec donc notre invité. Bienvenue à tous. Voici chez vous, Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Première exportation du pétrole brut nigérien depuis la station de Sémékodi. Le Bénin tient parole. 1 million de barils exportés à l'international. Question orale sur la commercialisation des produits des boissons frelatées, les actions du gouvernement pour préserver la santé des populations. Et puis Coupe du Monde scolaire U18, une performance des guépards en deçà des attentes. Fraternité vous propose ce titre complètement en bas de sa une ce matin. On va passer à Matin libre maintenant. Gouvernance de la rupture, Gounou et le retour de la manivelle, a titré donc le journal. Après la répression de la marche du 1er mai, la CSTB dans les rues de Cotonou, demain, nous informe donc le quotidien. Nous sommes là maintenant avec le matinal. Tension entre le Niger et le Bénin. Le Kami Seba, un antipatriote qui se révèle, puis station terminale du pipeline de Sémékodi. Le premier navire a embarqué 1 million de barils de pétrole brut exporté. Voici chez vous Gaskiani Info, réussite du pipeline Niger-Bénin. Tous les regards fixés désormais sur le général Tiani Dabarou. Pour parler un peu politique à l'intérieur du pays maintenant, 7e circonscription électorale, Biaya Dambi lance un mot d'ordre pour la remobilisation des militants bloc républicains. L'affiche du jour, pour de meilleurs résultats aux examens de fin d'année à Porto Novo, le maire Nyankoti fait des dons de fascicules. Mon CEP en poche au candidat au CEP 2024. Diplomatie, talons en visite officielle au Brésil du 23 au 26 mai 2024. Nord-Sud quotidien, à présent, immigration clandestine, des Béninois périssent en mer. Mauvaise nouvelle apportée donc par le journal. Nord-Sud quotidien. Jakpata, tournée gouvernementale en perspective, ça y est. La course pour les échéances de 2026 a lancé. Le patriote critique et persécution outrancière contre l'ancien président de la République. La yaïphobie au sommet de l'État a placardé le journal. Le confrère de la matinée, la FBF au congrès de la FIFA à Bangkok. Le constat est que le Bénin dispose désormais d'une très bonne assise au sein donc de la structure internationale chargée du football mondial. Le potentiel pipeline Niger-Bénin, 1 million de barils de pétrole déjà exportés. Le quotidien L'Observateur, département du Mono, un nourrisson repêché vivant d'un WC à Koueyogbe ce dimanche. Sa génitrice appréhendée et conduite au commissariat hier lundi. La priorité, naufrage mortel au large des côtes tunisiennes. Le gouvernement acte le rapatriement des rescapés béninois, cause et conséquences de mal pernicieux.
Nous sommes avec Info Matin à présent. De base militaire française aux légionnaires au Bénin, le micmac de Camille Seba. Défi info, célébrité des autorités béninoises dans la recherche et l'identification des corps des victimes du naufrage au large des côtes tunisiennes. Claudine Prudencio remercie le gouvernement. Elle attire par ailleurs l'attention des jeunes sur les conséquences de l'immigration clandestine. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Première exportation du pétrole brut nigérien depuis la station de Sémé-Kodi. Le Bénin tient parole, 1 million de barils exportés à l'international. Et puis question sur la commercialisation des boissons fruits et bien les actions du gouvernement pour préserver la santé des populations vous sont dévoilées. Un dernier titre, le temps de boucler ce tour d'horizon de la une des journaux. Coupe du monde scolaire des U18, une performance des guépards en deçà des attentes. Ali Momoni passera par ici pour nous faire le point. Pour deux premières sorties, les guépards ont subi un échec et un match nul. La troisième sortie était dans la nuit d'hier à ce matin. Ali passera par ici donc pour d'autres détails. Justement, en termes de détails, à l'intérieur de Fraternité, vous avez bien d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Vous avez par exemple à la page 3, cette actualité liée justement au pétrole nigérien. Il y a que le Bénin, après son accord donné la semaine écoulée, le navire chinois a pu donc charger 1 million de barils de pétrole et a pu prendre la route pour la Chine. Quelles ont été les conditions dans lesquelles le chargement s'est effectué? Quel est l'état des lieux en termes donc d'échange et quelles sont les conditions, ma foi, diplomatiques qui ont entouré cette opération? Fraternité revient là-dessus à travers la plume de Ange Pauline Touama. Allez à la page 3 du quotidien, vous découvrez. Je vous parlais justement de la performance des guépards U18 à l'occasion donc du mondial de la catégorie, mondial scolaire de la catégorie. C'est une performance en deçà des attentes. On avait beaucoup d'espoir placé sur ces jeunes qui quand même par le passé ont prouvé ce qu'ils pouvaient faire. Eh bien, on fera l'analyse tout à l'heure avec... ma foi, le passage de Ali Momoni qui nous fera donc le point tout à l'heure donc dans Sport Matin sur Actu Matin. Le Bénin est troisième avec 1 point devant le Taïwan, son prochain adversaire qui compte 0 points au tableau des points. Et puis, à la page 9 de la publication ce matin, vous avez l'actualité sur le continent. Vous avez un point de la situation actuelle au niveau donc de la RD Congo avec cette information sur un coup d'état manqué. C'était donc pendant ce week-end. Il y a des questions qui sont encore en suspense d'après l'article relayé par Fraternité après donc l'annonce d'une tentative de coup d'état. En Afrique du Sud, c'est l'ex-président Jacob Zuma qui est exclu des élections générales. Alors, pour quelles raisons, Fraternité vous explique. Et puis en Côte d'Ivoire, la nation qui rend hommage à l'un de ses anciens présidents décédé récemment, Henri Konan-Bédié, reçoit les honneurs, notamment de la République en sa résidence à Cocody. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Mobilisation de la jeunesse du littoral ce week-end. C'est à travers une grande caravane qui a eu pour chute la place de l'Amazone à Cotonou. Elle a démontré tout son attachement aux actions et aux décisions de Patrice Talon, président de la République, pour ce qui concerne en tout cas les rapports du Bénin avec son pays voisin, le Niger. On les suivra tout à l'heure. Et puis, célébration de la fête de Pentecôte, c'était donc avant-hier dimanche. À Boycon, les fidèles ont pris part au culte sur différentes paroisses d'églises évangéliques. Ça a beaucoup dansé, vous le voyez sur ces images. Ce fut un grand moment de réjouissance, mais aussi et surtout, précision pour précision, de réflexion, nous dira Imet Hélène Amoussou, celle qui patronne l'antenne régionale de Canal 3 Bénin dans le Zou et les collines. Voici le bulletin.
Et nous partageons tout de suite cette information avec vous pour ouvrir le bulletin de l'information. On va parler politique. Les jeunes très impressionnés par le programme d'action du gouvernement de la rupture depuis 2016 ont témoigné leur reconnaissance au président Patrice Talon à Cotonou. C'est à travers différentes déclarations au pied de l'Amazone. C'est en présence du président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Voici le point. Les jeunes du parti Bloc républicain de Cotonou, partis du Palais des Congrès pour une caravane, rallient la place de l'Amazone. Sous un soleil de plombe, ils sont venus porter un message de soutien au président de la République. Tour à tour, ils ont salué le courage de Patrice Talon qui a opéré des réformes dans divers secteurs. Le gouvernement de la rupture s'est évertué depuis 8 années à rechercher l'équilibre indispensable entre la quête d'efficacité économique et la quête de solidarité, tout cela dans un contexte de crise qui s'abat sur nous. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique du chef de l'État, le président Patrice Talon, et aux efforts inlassables de son gouvernement, notre pays est sur la voie de remporter le combat de l'alphabétisation. Nous, jeunes, assumons d'ores et déjà son bilan, car ceux qui esquivent leurs responsabilités ne méritent pas d'être en responsabilité. Message entendu par le président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Tout en encourageant ces jeunes à maintenir la dynamique, il rassure de transmettre fidèlement leurs déclarations au chef de l'État. La jeunesse de notre pays est le fer de lance de notre avenir. L'énergie que vous déployez ici, chers jeunes, votre créativité et votre détermination sont les piliers sur lesquels nous bâtissons un avenir meilleur pour notre pays. Votre reconnaissance des efforts déployés en votre faveur par le gouvernement est à la fois gratifiante et encourageante, et pour le gouvernement et pour son chef. Députés à l'Assemblée nationale, conseillers communaux et élus locaux ont répondu à cet appel de la jeunesse de Cotonou. Sur les affiches à l'effigie du président de la République, il est aisé de lire « Toi, jeune, fais confiance à ton pays ». La jeunesse éclairée a tout compris. Munis tous de fanions avec l'inscription Fierté 229, la marée humaine a chanté en chœur l'hymne national pour clore cet élan de soutien aux actions du gouvernement. De Cotonou, direction Djougou, avec justement ce déplacement Teddy Goudalom, du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il était dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Absolument, Tanguy. Vous parlez bien là du ministre Raphaël Akotegno. Il est allé s'assurer que la gouvernance locale telle qu'imprimée par la réforme structurelle de 2021 sur la décentralisation suit son cours normal dans ces communes du Bénin, à Tunkuntuna, Bukumbe et Natitengu. L'autorité a échangé avec les élus communaux, la société civile et les leaders religieux sur la mise en œuvre de cette réforme et les difficultés rencontrées par ces derniers. 2 ans après la mise en œuvre de la réforme structurelle de l'administration communale, résultant de l'adoption de la loi 2021 du 14 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, voici le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans les communes de l'Atakora Objectif évaluer la gouvernance au niveau des dites communes. Première étape de son périple, Tokontuna ici, Raphaël Akotegno était face aux élus communaux et cadres de l'administration communale. Le but essentiel de cette rencontre, c'est de m'entretenir avec les élus, les membres du conseil communal surtout, pour savoir, avec ces 2 années d'implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, s'il y avait des préoccupations à leur niveau. C'est le moment d'échanger là-dessus. Je n'ai pas la prétention d'avoir solution à tout, non, mais on pourra quand même prendre acte. Notre curiosité dans l'opérationnalisation de cette expérience
fait grandir aujourd'hui plus qu'hier notre conscience, d'œuvrer plus efficacement au développement de notre commune. Pour cela, je voudrais solliciter votre appui et votre accompagnement pour la levée de certains de nos obstacles qui ralentissent notre avancée. Le faible équipement agricole et marchand, le faible niveau d'assainissement urbain, d'ouverture et l'aménagement des voies, l'extension de l'eau potable et de l'électricité. À toutes ces préoccupations, l'autorité ministérielle promet de remonter le message aux différents ministères sectoriels avant de mettre le cap sur Bokoumbe. Ici également, l'exercice est resté le même. Les relations entre la secrétaire exécutive et le maire, conformément à l'article 140 de la loi 2021-14 du 20 décembre portant code de l'administration territoriale de la République du Bénin, la secrétaire exécutive entretient des rapports, des relations hiérarchiques ou fonctionnelles selon qu'il s'agisse des attributions propres du maire ou des attributions propres de la secrétaire exécutive. Nous avons compris qu'à Bokoumbe, il n'y avait pas péril en la demeure et que tout semble aller, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Dans la commune de Natitengo, ultime étape du périple ministériel dans l'Atakora, le ministre Raphaël Akoteyon va tout d'abord rencontrer le conseil communal et l'administration avant une séance synthèse avec tous les maires des communes de l'Atakora élargie aux sages, notables et leaders religieux. Au thème de son tête-à-tête avec ces acteurs clés de la décentralisation, le ministre de tutelle a pu toucher du doigt les changements subséquents induits et les défis éventuels qui subsistent. Défis qu'il compte relever avec la contribution de tous afin que la dynamique du développement observée au niveau national se manifeste également dans les 77 communes du Bénin, va laisser entendre l'autorité ministérielle. Voilà, à l'instant, Alassane Harouna de notre antenne départementale Atakora Donga. En image, à présent, l'ONG MDD, entendez M, Développement et Diaspora, a procédé semaine écoulée à la remise d'attestation de fin de formation à ses étudiants. Vous le voyez sur ces images, c'est en présence de la représentante du préfet de la Donga et d'un représentant du maire de la commune de Djougou que les impétrants ont reçu leurs attestations qui marquent la fin de leur formation à la ferme intégrée appliquée d'apiculture. On va revenir sur les détails dans nos prochaines éditions. On va finir avec la célébration de la fête de Pentecôte dimanche dernier à Boïcon. Les fidèles ont pris part au culte sur différentes églises évangéliques. Ce fut un grand moment de réjouissance, mais aussi de réflexion. Le peuple de Dieu a été convié à la repentance afin de mériter les grâces et bénédictions issues de la manifestation du Saint-Esprit. Imet Hélène Amoussou. Comme annoncé, ce dimanche chez les chrétiens, c'est la grande liesse. Sur les différentes églises, l'heure était à la prière et à l'invocation. Le peuple de Dieu célèbre la Pentecôte. L'événement marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 10 jours après la montée de Jésus au ciel. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu pour leur donner la capacité maintenant de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc c'est un jour où nous devons marquer un nouveau départ dans nos vies. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, notre vie change, nos manières de faire changent et on voit Jésus à travers nous. Jour spécial et important pour chaque fidèle, la Pentecôte est le moment idéal pour démontrer sa foi et laisser l'Esprit Saint agir dans sa vie, dans les différents lieux de culte, notamment chez les évangélistes. Le peuple de Dieu a eu droit à un discours édifiant. Le message est divisé en trois. Il y a la promesse, et il y a la mission, c'est-à-dire la grande commission, et l'envoi. Donc, quand on parle de la promesse, c'est que les fidèles vont recevoir une puissance. Et par la prière depuis avant-hier, ils ont été secoués par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le deuxième point, c'est l'encouragement. Donc, ils ont été encouragés parce que le Saint-Esprit les a remplis et la peur les a quittés. Maintenant, ils ont le courage d'aller prêcher l'Évangile. Et puis, l'ordre de marche qui est « Vous allez devenir mes témoins » de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre.
ils sont maintenant prêts à devenir des évangélistes de Pentecôte. Nous comprenons désormais vraiment que le Saint-Esprit nous a régénérés et que c'est grâce au Saint-Esprit que nous recherchons la sanctification à tout bout de champ. Le Saint-Esprit est la puissance qui propulse l'Église. C'est la puissance fondatrice de l'Église. Si on dit Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, l'Église n'y est plus. Pour nous, le Saint-Esprit, c'est celui qui a régénéré chaque vie. C'est celui qui nous a donné la nouvelle naissance. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous considérons pas comme un religieux. Nous avons connu Dieu par révélation. Donc nous développons une relation avec le Père Céleste qui nous a créés et qui est venu nous racheter parce que nous étions pécheurs. Et troisièmement, ce même esprit nous sécurise. C'est lui qui, en nous, nous donne la sécurité, que notre salut est garanti. Nous irons à la vie éternelle. Et enfin, c'est le même esprit en nous qui nous aide à savoir que les dons que nous avons reçus, nous pouvons les mettre au service des autres. Louanges et adorations ont été les temps forts du culte ce dimanche sur les différentes églises évangéliques sillonnées. Envoyés pour annoncer désormais la bonne nouvelle, les fidèles se réjouissent des grâces obtenues. Ils promettent mettre en application les enseignements reçus afin d'être le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Voilà donc ce qu'on peut retenir de l'actualité dans ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Tanguy Agoyi, je vous retrouve demain pour le même exercice. Teddy Goudala, merci beaucoup pour la présentation donc, de l'actualité vue par la rédaction de Canal 3 Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, tout au long de la journée, vous avez d'autres rendez-vous d'information sur la chaîne que vous aimez très bien. À 11h et à 16h, vous avez donc droit au bulletin de l'information, le petit format du journal pour relayer l'actualité. À 13h, à 19h30 et 22h30, ce sont le rendez-vous des grandes éditions. Et entre-temps, donc, Canal 3 Bénin vous assure des bonnes informations en bande défilante. Allez aussi sur son site internet pour vous imprégner. Maintenant, voici la place au sport ce matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous êtes là pour qu'on parle donc de football essentiellement. Voici Sport Matin. Quand on est mardi matin sur Actu Matin, Sport Matin propose justement le document de la semaine, mais ce matin on va faire exception, Ali. On va faire un focus à travers des questions-réponses. Ça va être désormais en tout cas en alternance les mardis. Et pour ce matin, le sujet porte sur le programme des classes sportives dont les produits sont les équipes nationales scolaires des moins de 15 et 18 ans, tout actuellement en compétition, notamment à Dalian, c'est en Chine, et à Zanzibar, quelque part au Zimbabwe. Ouais, c'était ça, Tanguy, une nouvelle formule pour plus de dynamique dans les informations que nous servirons désormais à nos téléspectateurs concernant bien sûr le sujet du jour. Effectivement, les deux équipes nationales scolaires de moins de 15 et 18 ans sont en compétition. Les moins de 18 ans participent à la Coupe du Monde qui a déjà démarré depuis le 17 mai dernier à Dalian, vous l'avez bien précisé, en Chine. Pour son entrée en lice, l'équipe béninoise s'est inclinée sur le score de 2-1 face au Kenya. On fait le point rapidement du parcours de cette formation. Pour la première sortie, comme je le disais, la formation béninoise s'est inclinée 2-1. La deuxième sortie face à l'Ouganda, 0 but partout entre les deux formations. Et puis pour finir, le Bénin affronte donc aujourd'hui même l'équipe du Taïwan pour sa troisième sortie. Donc ce qui fait au classement général l'Ouganda, après donc ses deux premières victoires, qui te tient un bon record avec 6 points, suivi du Kenya donc qui totalise 4 points. Et le Bénin affrontera le Taïwan. De toutes les façons, le Bénin ne pourra plus se qualifier puisque le Bénin, c'est le premier de chaque pôle qui pourra se qualifier pour l'étape suivante. Du côté donc des moins de 15 ans conduit par le coach Edmé Koyo, on retient que après le tirage au sort du 19 mai dernier, le Bénin va évoluer dans le groupe B avec l'Afrique du Sud, la Guinée et la Libye. Déjà depuis ce matin, depuis 7h30, donc le Bénin affronte déjà l'équipe, depuis 6h30, le Bénin affronte déjà l'équipe de la Guinée, 1-0 à la pause pour cette formation. La reprise c'est dans quelques minutes seulement. Le Bénin va jouer donc les 20 dernières minutes
de cette explication face à la formation guinéenne. On fait le point des différentes rencontres de cette équipe béninoise des moins de 15 ans scolaires, bien entendu. Et donc après la rencontre du jour face à la Guinée, le Bénin jouera demain à partir de 9h GMT. Ça fait donc 10h au pays, donc Bénin face à la Libye. Et puis dans la même journée à 12h, pour dire 11h donc du côté de la Tanzanie, 11h GMT pardon, ça va être face à l'Afrique du Sud pour ce qui concerne cette formation des moins de 15 ans scolaires. Voilà pour ce qui concerne nos ambassadeurs présents actuellement à Dalian en Chine et à Zanzibar au Zimbabwe. On va revenir au Bénin pour constater quand même que le programme se poursuit. Je veux parler des classes sportives Ali et ici au pays, le championnat scolaire qui est actuellement à l'étape départementale. Ah oui, bien entendu, on vient de parler des équipes nationales scolaires qui sont les fruits, sinon les produits de ces classes sportives. Et actuellement, ces classes sportives, comme vous l'avez dit, bien précisé, se poursuivent. On est à l'étape donc départementale après la phase communale qui s'est déroulée fin avril, début mai, la phase départementale lancée vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Et comme vous l'avez bien précisé, la 4e édition de cette compétition réunit des jeunes de moins de 15 ans comme d'habitude des différentes écoles. Les disciplines retenues sont entre autres le football masculin et féminin, le handball féminin, le basketball masculin, le volleyball qui rejoint la compétition et donc l'athlétisme masculin et féminin. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà les innovations. On vient de parler du volleyball qui a été ajouté aux disciplines depuis cette saison. Suivons ici le directeur de la promotion et de la formation sportive, Okri Novignon, qui nous apporte plus d'explications sur ces innovations. Au départ, il n'y avait pas le volleyball. Cette année, nous avons le volleyball qui s'est ajouté et on va donc avoir l'athlétisme, le basketball, le handball, le football et le volleyball cette année avec 44 000 athlètes au total âgés de moins de 15 ans, dont environ 19 000 jeunes filles en provenant de environ 563 collèges et lycées publics. Et les innovations, à part donc l'intégration de cette nouvelle discipline qu'est le volleyball, il y a maintenant, depuis la phase communale et encore au niveau départemental, des équipes de détection qui travaillent aux côtés des organisateurs pour identifier déjà les meilleurs talents. Ces meilleurs talents qui vont être suivis. Et de quelle façon? Bien entendu, nous avons plusieurs phases des championnats qui nous ramènent vers la phase nationale. Mais il y aura une nouveauté, c'est que les meilleurs talents qui seront détectés au niveau des départements vont constituer des équipes départementales. Lesquelles équipes départementales vont se retrouver 4 par 4. Les 4 départements du septentrion vont se retrouver dans une compétition départementale. Les 4 départements de la partie centrale du pays également et les 4 autres de la partie sud vont se regrouper dans des compétitions qui permettront de sélectionner définitivement pour à terme intégrer des académies. Allez, vous l'avez bien compris, hein, assez d'innovation. Il faut dire simplement que c'est un progrès remarquable que fait ce programme de classe sportive. Absolument. Et puis, Ali Moumouni, faut-il préciser, hein, l'épineuse question de matériel et d'équipement sera prise en compte déjà à l'année prochaine. Les enfants pourront être dans de meilleures conditions. Oui, en attendant, il faut déjà également constater cette année le timing des compétitions qui a revu surtout la phase communale et départementale afin de faciliter la mobilisation conséquente des enfants. Tout ceci est le fruit d'une bonne organisation que nous explique le directeur de la promotion et la formation sportive. On le suit à nouveau. Déjà, il faut voir à travers cette avancée, donc le fruit des différents succès que cette nouvelle formule des championnats a connu, notamment depuis la toute première édition. Nous sommes cette année à la 4e édition avec des équipes beaucoup plus aguerries techniquement et sur le plan organisationnel également. Et surtout une meilleure collaboration, une bonne synergie entre les 2 ministères sectoriels, à savoir celui des sports et celui des enseignements secondaires, qui aujourd'hui
travaillent un peu plus la main dans la main. Et donc, on va dire que nous sommes sur la bonne voie puisque nous gagnons en expérience. Il y a plus de qualité, tant dans l'organisation que dans la production. Et donc, il y a également plus de visibilité sur ce qui se fait. Et l'apothéose, ce sera donc de terminer l'année scolaire par la phase nationale du championnat scolaire. Maintenant, une question, Ali. Peut-on dire déjà que ce programme devient la source qui produira à l'avenir des talents béninois? Dans un environnement comme le nôtre, Tanguy, où les initiatives de formation manquent de moyens, je dirais manquent cruellement de moyens, il faut être assez précis pour mettre en place un dispositif assez efficace et à long terme. Je crois que c'est possible avec le programme des classes sportives. Et déjà, les fédérations y puisent à l'image du football, du handball avec le programme de Nantes, du basketball également avec les équipes des jeunes et surtout l'athlétisme. On retourne à la régie Tanguy pour suivre une dernière fois le directeur de la promotion et de la formation sportive. Et vous avez pu voir déjà à travers les résultats que nous avons au niveau des compétitions scolaires sur le plan continental et même mondial. Et donc, avec cette évolution, nul doute que les différentes fédérations sportives et les équipes nationales des seniors vont pouvoir être nourries par les différents talents qui auront connu un développement continu et conformément à leur développement personnel. Ce sont les résultats que vous pouvez voir de l'ensemble des réformes du gouvernement dans le secteur des sports à travers toutes les infrastructures qui ont été mises en place. Ces réformes au niveau institutionnel avec les projets donc, des classes sportives, mais également les différents mécanismes de financement, tant par le public que par le privé. Et aujourd'hui, les différents maillons qui manquaient, qui se mettent bout à bout pour permettre donc que tout cela soit complètement harmonieux. Et pour finir, le programme des classes sportives va connaître une première extension de 76 nouvelles classes dès la rentrée prochaine et l'introduction du volleyball déjà qui a commencé depuis cette année. De plus, les enseignants d'EPS se verront par la même occasion impliqués davantage dans ce programme pour améliorer, je dirais, le volet qualité de l'encadrement. Vous l'avez précisé tout à l'heure, Tanguy, il y aura également la prise en compte de l'épineuse question d'équipement et de matériel sportif au profit des enfants, je dirais, de très bonnes conditions pour la prochaine édition. La bonne nouvelle, en tout cas, Ali Momoni. On va retourner à l'étranger pour prendre encore les nouvelles de nos ambassadeurs. Décidément, ce n'est toujours pas de bonnes nouvelles après donc ceux qui sont à Dalian en Chine, ceux qui sont à Zanzibar, pardon, au Zimbabwe. On va à Accra au Ghana pour prendre des nouvelles de l'équipe nationale de moins de 17 ans, Ali Moumouni, pour leur entrée en lice. Urbain Enfant et ses poulains ont courbé les Chines. Et ça, c'est devant la Côte d'Ivoire. Ah oui, la Côte d'Ivoire qui avait été triée sur le score de 5-1, s'il vous plaît, par la formation ghanéenne, la formation organisatrice de cette compétition de l'UFOA-B, qualificatif bien entendu, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Le Bénin entré en liste, donc c'était ce week-end face à la formation ivoirienne en maillot blanc, a souffert, je dirais, le matière. Donc ça a été une domination totale. Les meilleures occasions de la rencontre ont été procurées par les Ivoiriens et de toutes les façons, le Bénin a eu très peu, sinon du tout pas de situation offensive dangereuse, et vous voyez assez d'offensives ivoiriennes sur le but béninois en première qu'en deuxième mi-temps. Et là, c'est la situation du but. Le seul but encaissé en fin de rencontre dans les 10 dernières minutes. Et le Bénin qui, je dirais, fait ce faux pas d'entrée, c'était face à la Côte d'Ivoire dans le groupe A où évoluent simplement 3 équipes. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. Et le Bénin affrontera pour la suite la formation ghanéenne. En attendant, pour les rencontres de cette deuxième journée, au niveau du groupe B, on fait le point très rapidement. Le Togo s'est incliné 2-0 face à la formation du Burkina Faso. Et puis de l'autre côté, c'était le Nigeria qui s'était séparé 2-2 lors de la première journée sur but partout face au Burkinabé qui s'est imposé à la formation nigérienne
1-0, ce qui fait donc de ces deux équipes les leaders. Burkina Faso premier du groupe B, le Nigeria deuxième, s'ensuit donc la formation nigérienne et le Togo qui, je dirais, est complètement en bas de l'échelle dans ce groupe B. Par contre, au niveau du groupe A, le Bénin est dernier, mais affrontera tout à l'heure à 17h, ce 21 mai, ce mardi, bien entendu, la formation du Ghana. Ce sera la grosse galère, hein, parce que quand on a vu les Ghanéens jouer pour le premier match face aux Ivoiriens, dis donc. Il y a de la matière et donc il va falloir invoquer tous les dieux au plan national afin d'accompagner cette formation béninoise qui aura pour adversaire le Ghana. Pour précision, le Ghana s'était imposé 5-1 pour sa première sortie face à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a battu par la suite le Bénin 1-0 en toute fin de rencontre. Voilà pour ce qui concerne la formation des moins de 17 ans qui évolue donc du côté de Legon. C'est bien sûr une université, une ville qui abrite une université, l'université d'Accra. Tanguy, on termine avec la Super League professionnelle du Bénin. La rencontre de la 17e journée a eu lieu, c'était ce week-end. Pour vous présenter, chers téléspectateurs, les résultats des différentes rencontres. Ayema et AS Cotonou qui sont séparés 2-2, score parité, 1 but partout entre les deux formations. Et il faut dire décidément pour les Dragons de l'UME, ce n'est pas encore... ils ne se sont pas encore retrouvés depuis la reprise de cette phase retour. 1-0 face à Aspac. Les portiers ont déroulé leur jeu. C'était donc pour cette explication qui a eu lieu du côté de Tofor. Aspac engrange une nouvelle victoire très importante pendant ce temps. Les Dragons continuent toujours de se chercher. Requin et Jeunesse Sportive de Paubert se sont séparés 2-2 sur but partout entre les deux formations. Soubema Sport s'est incliné à domicile face à Coton FC 1-0 pour la formation de Ouida. 2 buts partout entre Dynamo FC d'Abomey et Banigansé, l'Autopopo et l'Union Sportive des Cavaliers qui se sont séparés également sur un score nul et vierge de 0 but partout. Espoir FC de Savalo a pris le meilleur sur son adversaire de Damissa en domicile. 2-1 pour Espoir qui était en déplacement et une nouvelle victoire pour Dadja FC qui était également en déplacement. C'était à Kandi pour affronter l'équipe de l'association sportive Takounen qui veut tout simplement dire éléphant. Et puis pour cette formation de Takounen, un peu compliqué, c'est la victoire donc de Dadje à l'issue de cette explication. Tanguy. Allez, merci beaucoup à vous, Ali, pour ces précisions qui nous permettent de faire le tour d'horizon de l'actualité des sports ce matin, faut-il dire. Votre menu a été largement dominé par les échos du football. On a pris en tout cas des nouvelles des différents ambassadeurs du Bénin à l'international, que ce soit en Chine, que ce soit au Zimbabwe ou au Ghana. On a eu de leurs nouvelles ce matin. Allez, Mouni, bonne journée. Bonne journée, Tanguy. On se retrouve demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre invité. Je l'ai annoncé déjà au début de cette émission, professeur Placide Clédio, ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, directeur de l'école doctorale et puis membre du comité d'organisation du colloque scientifique sur le royaume d'Alada. Il est déjà bien installé. Voici chez vous l'invité. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3 Bénin sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de cette rencontre scientifique que vous tenez demain à l'université d'Abomey-Calavi au sujet donc du royaume d'Alada et de son évolution à travers l'histoire. On connaît Alada, on connaît son histoire, on connaît son origine, professeur. Pourquoi est-ce qu'il faut organiser un colloque sur cette ville-là? Merci beaucoup. Vous avez affirmé, on connaît. On connaît, mais en réalité, est-ce qu'on connaît réellement? Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la tradition orale qui ne sont pas correctes et nous sommes en train de vouloir les corriger. Et surtout, l'ambition, enfin notre objectif pour ce colloque-là, c'est de faire d'Alada la vente de la destination à l'Alada. Donc, il y a la vente de la destination au Bénin. Mais si vous arrivez au Bénin, il y a Alada qui constitue vraiment un pan qu'il faut vraiment visiter.
Seulement que dans le circuit touristique d'Alada, du Bénin, Alada n'est pas au centre visible. Comme l'histoire. C'est ça que nous voulons restituer. Oui, justement, quand on consulte un peu l'histoire, on n'a pas vraiment l'impression que Alada est un grand royaume. Hein. Il a été pratiquement phagocyté par le royaume de Dahomey. Oui, justement, eux tous, ils ont quitté Alada. Ça a commencé par Diaoutor, il s'est installé, et il y a eu 3 fils. Et au niveau des 3, un s'est installé à Alada, un à Porto-Novo et l'autre à Abomey. Mais après que celui d'Abomey, il est venu conquérir celui d'Alada. Mais après la conquête coloniale, en 1894, lorsque on est devenu Dahomey, Dahomey, mais le roi d'Alada a signé un protectorat avec le général Dogd. Donc ça veut dire que la royauté continue, exactement comme celui de Porto-Novo avait fait. Donc c'est ça que nous voulons restituer, montrer que le royaume existe et continue d'exister. Et vous allez voir que le rôle d'un roi, c'est au-delà du rôle d'un président de la République, le rôle du chef de l'État, parce qu'il aménage le territoire, il est au parfum de tout et il est en contact avec sa population. Et le roi de l'Alada continue d'exercer ce rôle, bien qu'on soit dans le système républicain, il continue d'exercer ce rôle. Donc, ce colloque va permettre de voir le rayonnement d'Alada, l'évolution spatiale d'Alada. On va en parler tout à l'heure. Alors, quelle est aujourd'hui la place, je dois dire, du royaume d'Alada dans l'univers des royaumes du Bénin? Je ne pourrais pas faire une classification et dire que c'est tel royaume qui est sous le domaine. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, tout a commencé par Alada et tout revient à Alada. Même ceux qui sont à Abomey, ils reconnaissent la supériorité du royaume d'Alada parce que ils finissent les cérémonies toujours par Alada. Et après leur mort, ils reviennent toujours à Alada. Ah bon? Oui. Moi, je me disais que quand un roi décède à Abomey, que les cérémonies se faisaient à Cana et qu'on l'enterrait à Cana. Ouais, mais vous allez voir que dans la tradition, le roi qui est mort n'est pas mort, il vient à Alada. Daï Alada, c'est ce qu'on dit. Donc ça veut dire que c'est gardé jusqu'à présent. Même si on n'emmène pas le corps, on sait que leur origine c'est Alada, ils doivent retourner vraiment à Alada. Mais alors, vous parlez justement d'Alada dans le circuit touristique du Bénin. Qu'est-ce que Alada a à nous offrir en réalité? Vraiment beaucoup de choses. Ah oui? Beaucoup de choses. Si vous arrivez au niveau du royaume d'Alada, tout d'abord la succession des rois. C'est très intéressant pour voir la façon dont les rois se sont succédés. Et moi, j'ai une anecdote pour ça. Lorsque moi, j'étais sous-préfet à Alada, il y avait eu des difficultés au départ. Mais lorsque j'ai pris service, le roi m'a appelé, il m'a dit, bon, maintenant que tu as pris service, tu deviens le chef. Donc, le fauteuil royal ou bien présidentiel ou bien de la commune, ça se discute. On ne donne pas le fauteuil gratuitement. Donc, tu luttes pour l'avoir. Mais dès que tu es installé, tu deviens le maître et les autres doivent se soumettre à toi. Donc, c'est une pratique qu'on va retrouver dans l'association des rois à Alada. Et en dehors de ça, vous avez maintenant le berceau même du vaudou, c'est Alada, ce n'est pas Ouida. Ah oui, sérieusement? Bien sûr, bien sûr. C'est par là que tout a commencé. Ceux qui ont amené le vaudou et autres là, c'est d'abord Alada. Même le Zangweto qui est aujourd'hui attribué à Porto-Novo, c'est à Alada que ça a commencé. Parce que celui qui est parti au niveau des 3 fils du roi, celui qui est parti à Porto-Novo pour fonder le royaume de Porto-Novo, on l'a appelé, non, il a un autre nom que nous allons découvrir, mais c'était Agbalé qui est son nom de roi, de pouvoir. De pouvoir, en fait. Il a pris l'accoutrement des Angouitans pour pouvoir quitter Alada. Donc tout a commencé à partir d'Alada et ça s'est développé à Porto-Novo. Donc en dehors de ceci, vous avez maintenant les sites touristiques que nous avons à Alada. Oui, c'est en dehors des palais, vous avez les forêts sacrées.
Et les forêts regorgent vraiment sur le plan environnemental des espèces qui sont gardées jusqu'à présent. Et si je reviens un peu à la royauté, il y a beaucoup d'activités qui sont menées à Abomey, mais qui ont leur source à Alada. Et vous allez vraiment les découvrir. Et, le roi actuel, le roi Podegbe, c'est quelqu'un qui a su réorganiser la royauté. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des documents écrits. Ce n'est plus comme sur la tradition orale où on a perdu beaucoup de choses. Et en dehors de ces sites que je suis en train de citer, ils ont une manière de communiquer, je vais dire, et qui est très, très originale. Et il y a ce qu'on appelle Agbodo. Et c'est qu'ils ont tracé, ils ont creusé. C'est des trous de protection non, pas de protection. Royaume. En fait, c'est des trous qui communiquent entre les royaumes. Okay. Donc, depuis Alada, ou bien depuis Ouida, je vais passer à partir d'Alada, vous pouvez communiquer directement avec le royaume d'Abomey en passant... en suivant ces trous. En suivant ces trous-là. Comme on le dit dans la tradition, on peut préparer la pâte à Alada et le roi peut manger la pâte chaude à Abomey. Et ça se fait par le service de relais. Donc, il y a des gens qui sont dans ces trous-là et qui passent. Et ils ont aussi une manière de communiquer à travers le bâton de commandement. Il suffit que le roi envoie le bâton, il y a les signes qui sont là-dessus. Donc nous avons beaucoup de choses à apprendre encore. De ce royaume-là. Mais il faut dire déjà deux choses pour compléter ce tableau assez enrichissant. D'Alada, le palais royal, qui est quand même très impressionnant. J'ai eu la chance de visiter une ou deux fois ce palais-là. Et puis, cette valeur naturelle d'Alada qui, ma foi, est hissée un peu sur les bords de ces deux dépressions. C'est une formidable admiration naturelle. Il faut faire un tour, en tout cas, pour découvrir bien Alada dans son aspect comme celui-là. Vous allez présenter, comme je le disais tout à l'heure, une communication sur la façon dont a évolué Alada du point de vue spatial à travers le temps. Et ça, c'est vous-même qui vous en chargez. Alors, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir à l'occasion? C'est justement la façon de gouverner et qui s'apparente vraiment à la façon de gouverner au niveau du chef de l'État. Et qui continue. Donc, il y aura une complémentarité entre le roi et la République, en fait. Donc, entre la royauté et la République. Le roi actuel, bien que nous sommes dans le système républicain, il continue, il a une gestion qui s'apparente un peu au département de l'Atlantique. Sauf Ouida. Donc, il a des préfets? Bon, ça c'est des... ils appellent ça les passos. C'est que vous avez des rois, des chefs traditionnels, mais qui dépendent d'Alada. Et tous ils viennent à Alada se faire introniser. Et le roi à Alada, il gère tout cela à travers ses activités. Il contrôle tout le département à travers ces chefferies-là qui sont installées. Donc, il y a une confusion entre le roi et les chefs traditionnels. Le roi même, en fait, c'est le Dada. Celui qui est appelé Dada, c'est le roi. Maintenant, ces chefs traditionnels aussi se font appeler roi. C'est le Ahosu. Donc, Ahosu, c'est un nom un peu vulgaire. Trivial. Oui, que tout le monde s'attribue. Donc, c'est pourquoi sur le terrain, il y a un peu de confusion. Vous allez voir, il y a plusieurs rois. Bon, certains appellent les rois telets, qui sont issus en fait de la délégation du pouvoir du roi. Du roi. Donc, nous allons voir comment est-ce que, de façon administrative, le roi arrive à gérer tout le département. Je viens vous raconter une anecdote aussi. Lorsque j'étais à la sous-préfecture, on avait le Vodou Hebiso a tué un élément et ils sont venus l'enterrer à 15 km d'Alada, dans un village.
Mais j'ai une délégation de vieux qui était venue, ils m'ont dit que lorsqu'il y a ces genres de situations, on ne l'enterre pas, donc ils vont déterrer le corps. Sérieusement? Bien sûr. Donc, moi, en tant que sous-préfet, je leur ai dit, bon, je ne pourrais pas prendre cet engagement, d'aller prendre l'autorisation chez le roi pour régler. Et ils sont allés chez le roi aussi est resté là, il les a tournés, il a dit, bon, en fait, ça c'est une question de loi, donc il faut aller voir le sous-préfet. Et ils sont revenus me voir pour dire, on a vu le roi, on a vu le sous-préfet, personne ne veut donner l'autorisation. De toute façon, nous, à minuit, on va déterrer. Et ils l'ont fait. Ils ont déterré le corps qui était en décomposition depuis 7 jours. Ils l'ont déterré et mis ça sur la tête. Ils ont marché sur les 15 km pour aller faire les cérémonies normalement comme cela se doit. En fait, c'est pour montrer que c'est une complémentarité entre la République et la royauté. Ouais, on a encore en tout cas cette impression que c'est fortement ancré dans les traditions. Là-bas, la tradition est encore solide. Oui, lorsque le roi, par exemple le président, a un message à passer, en passant par le roi, ça marchera plus. Ça va très vite. Très vite. Alors, rapidement, on sait qu'Alada a une journée de réjouissance qui rassemble ses filles, chaque année. Je crois que ça doit être au mois de novembre, mais on ne connaît pas trop cette fête-là. Non, justement, bon, c'était novembre, c'est Toussaint. Et c'est en référence à Toussaint l'ouverture que cela se fêtait. Le 2 novembre. Bon, maintenant, nous sommes en train de vouloir changer pour ne pas prendre une date liée à la mort. À Toussaint l'ouverture ou à la mort? À la mort. On veut prendre maintenant sa date de naissance. Ok, d'accord. Et c'est ça, avec sa date de naissance. Donc ça va être toujours attaché à Toussaint l'ouverture, qui quand même est un fils de cette localité. Mais on veut pour prier. Sa date de décès ou bien la fête des morts, mais ce serait la date de naissance pour pouvoir nous réjouir. Alors, à quoi serviront vos réflexions? La réflexion, tout d'abord, on s'est entendu pour pouvoir faire une réconciliation d'abord entre les fils et filles d'Alada, pour que, bon, il y a eu trop de tensions. Alada, évidemment, c'est depuis la royauté. C'est ça que j'ai expliqué indirectement pour dire il y avait eu beaucoup de tensions, mais lorsque un prend le pouvoir, les autres doivent se soumettre. Donc, il y a beaucoup de fois de tensions qu'il faut vraiment régler. Donc, nous allons faire une journée en juillet certainement pour pouvoir nous voir. Réunir tout le monde. Et réunir tout le monde. Et après, maintenant, commencer par fêter réellement la date de naissance de Toussaint l'ouverture. Professeur Cléjo, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Merci, c'est à moi de vous remercier. Bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était donc le professeur Placide Cléjo, je rappelle, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, directeur de l'école doctorale, et par ailleurs, membre, c'est d'ailleurs à ce titre qu'il est là, membre du comité d'organisation du colloque scientifique sur le royaume d'Alada. On parlait un peu de cette rencontre scientifique qui va se tenir demain à l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, voici maintenant chez vous la page santé. Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. On avait commencé déjà par parler de la santé de la femme, mais on va continuer à l'évoquer ce matin. La santé de la femme à partir de la période de puberté devient très sensible, vous le dites. Elle est plus exposée à certains maux touchant sa reproduction, notamment le cas des kystes ovariens. Ils sont à la base bénins, mais peuvent dans certains cas représenter, faut-il dire, un risque pour la fertilité de la femme. Dans ce numéro donc, nous allons mieux comprendre ce que représentent ces kystes-là et leur incidence sur la reproduction de la jeune fille ou de la jeune femme. Alors, on commence déjà par la première question. Quelles sont les conséquences du développement d'un kyste ovarien? Permettez-moi d'abord de dire qu'un kyste ovarien correspond à une grosseur enfermant du liquide et ce développement au niveau des kystes. 5 à 7% de femmes à peu près ont au moins développé un kyste dans leur vie parce que ça vient et ça peut partir quand c'est pas grave. Sans qu'on le sache. Voilà. Et ils sont souvent bénins, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Toutefois, ils surviennent à l'âge de la puberté jusqu'au début de la ménopause. Parce que le docteur nous dira qu'après la ménopause, un kyste est très risqué parce que ça peut virer vers un cancer du corps de l'utérus. Donc, pour plus de détails sur le kyste et comment ça se développe au niveau des femmes à partir de la puberté, on va suivre Dr Tatiana Intabou. Elle est médecin gynécologue à la clinique OREB. Les kystes de l'ovaire, ça peut se développer pendant la période d'activité génitale. Donc, c'est une période qui va de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, on peut également développer des kystes en dehors, mais surtout pendant cette période-là. Vous, comme moi, sommes à risque de faire un kyste.
Nous sommes dans une période d'activité génitale. Les hormones, ça monte, ça descend. Donc, on peut avoir un kyste ovarien à n'importe quel âge pendant cette période-là, à partir de la puberté, à partir du moment où on est réglé, jusqu'au moment où les règles s'arrêtent, on est à risque de faire un kyste. Je prends par exemple les kystes fonctionnels, c'est lié à un dérèglement au niveau du cycle menstruel. Et quand on prend par exemple les kystes organiques, c'est lié par exemple à des pathologies comme par exemple de l'endométriose. Donc là, on a le kyste endométriosique, donc une pathologie. Et le kyste fonctionnel, lui, il est surtout lié au dysfonctionnement du cycle menstruel de la femme. Voilà, les kystes ovariens peuvent se manifester par plusieurs signes, à savoir des douleurs dans la partie inférieure du bassin. Ces douleurs sont souvent modérées et se manifestent d'un seul côté du corps, donnant l'impression d'un poids. Des saignements génitales survenant en dehors des règles, des envies fréquentes d'uriner avec de petites émissions d'urine et parfois des troubles digestifs. Revenant à votre question, Tanguy, par rapport aux conséquences, cette anomalie des ovaires ne reste vraiment pas sans conséquences, nous dira Dr Tatiana Nitabou. Les conséquences sont diverses. Déjà, on peut ne pas avoir de conséquences. Comme un kyste fonctionnel, ça peut partir de lui-même. Mais il y a des kystes qui peuvent se tordre. On parle de torsion du kyste. Il y a des kystes qui peuvent se rompre également. Et quand ça se rompt, comme c'est du liquide qui est à l'intérieur, ça peut être du sang qui est à l'intérieur du kyste. Ça fait une hémorragie à l'intérieur du ventre. D'accord? Mais également, le kyste peut aussi se cancériser. Je vous ai dit que ça fait partie d'un grand groupe de tumeurs bénignes. Mais ça peut aussi se cancériser, devenir une tumeur maligne, surtout les kystes organiques. On sait pas, il y a des kystes organiques qui sont des tumeurs qui peuvent se cancériser. D'accord? Et ça peut également avoir des conséquences sur la fertilité de la femme. On parlait tout à l'heure du dérèglement du cycle menstruel. Ce qui dit cycle menstruel déréglé dit forcément peut-être anovulation, c'est-à-dire il manque d'ovulation. Il n'y a pas eu d'ovulation. S'il n'y a pas eu d'ovulation, il ne peut pas y avoir de fécondation, il n'y pourra pas de fertilité. Voilà Tanguy, donc ça peut avoir des répercussions sur la fertilité de la femme. Très, très risqué parfois en tout cas. Alors Esther, quelles sont les dispositions et conseils qui existent? Voilà, l'idéal pour la jeune fille en âge de puberté est de consulter un gynécologue en cas de soupçon pour diagnostiquer à temps quelque anomalie présente sur son appareil génital, parce qu'il ne s'agit pas seulement des kystes, il y a d'autres maux qui minent la femme, surtout en période de puberté de 10, 12 à 40 ou à 30 ans. Donc, il faut consulter un gynécologue et le médecin revient plus sur ce qu'il faut faire. Le conseil, c'est déjà expliquer un peu ce qui constitue en fait des zones d'ombre pour certaines patientes quand elles viennent nous voir. Par exemple, quand on leur dit qu'elles ont un syndrome des ovaires polykystiques, elles s'imaginent qu'elles ont plein de kystes sur les ovaires, ce qui n'est pas le cas. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est différent du kyste ovarien. Ça n'a rien à voir. D'accord? Et autre chose, c'est d'avoir une alimentation saine et régulière. Saine, et puis un mode de vie, une activité physique régulière et de consulter son médecin fréquemment, au moins une fois par an, de voir un gynécologue pendant qu'on est dans cette période d'activité génitale. Et une dernière chose, c'est que le kyste, on ne peut pas avoir de kyste après la ménopause. Quand on a un kyste après la ménopause, il faut suspecter fortement une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer. Donc, même après la ménopause, toute formation kystique doit faire l'objet donc d'une prise en charge adéquate. Je vous en prie. Voilà, Tanguy, qui est assez clair pour tous. Nous invitons donc chaque jeune fille et femme à se mettre à jour en ce qui concerne les informations sur sa santé, et précisément celle reproductive. C'est très important. Absolument. Allez, merci beaucoup à vous, Esther Toufa. Je rappelle qu'on a parlé des kystes chez les femmes, des dispositions à prendre, mais surtout de ce que c'est et de comment ça peut évoluer, quelles sont, je dois dire, la dangerosité et surtout
les nécessités de traitement. Merci encore une fois, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, depuis 7 heures, vous avez suivi la une des journaux, le bulletin d'information, les sports, l'invité ce matin, et puis la page santé. Beaucoup de choses, hein? Il faut maintenant souffler. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Voici donc l'instant de discussion sur Actu Matin. Nous sommes mardi 21 mai 2024, dimanche. Le navire chinois chargé
1 million de barils de pétrole à Semekodi, le pétrole nigérien notamment. Après donc quelques moments d'atermoiement entre Niamey et Cotonou autour donc du robinet qui devrait s'ouvrir au pas. Les choses sont allées très vite et puis le navire a pris départ. On en parle ce matin pour examiner si cela est témoignage donc de retour en tout cas progressif à la normale, parlant des relations entre les deux pays voisins. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy. Et puis Lorish Gaba, bonjour. Faut-il se réjouir, dire qu'on est sur la bonne voie du règlement différent entre Cotonou et Niamey, William? S'il y a eu interdiction et que plus tard il y a embarquement, autorisation, même si c'est provisoire, et ponctuel. Voilà les bons mots. C'est qu'il y a un début de solution. Si ce n'est pas la porte de sortie, c'est au moins le seuil de la porte de sortie de cette crise. Moi, je trouve que c'est quand même très bien. Les intérêts supérieurs des deux nations, et même, ne manquons pas de le dire, des partenaires en présence, ces intérêts ont primé sur les divergences bilatérales entre le Bénin et le Niger. Bonne nouvelle ou pas, oui, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je trouve que nous n'allons pas provisoirement demeurer dans des mesures circonstancielles et nous n'allons pas circonstanciellement être dans d'éternelles mesures provisoires non plus. Il faut que ce soit vraiment la pêche, une pêche de tendue d'une part et de saisie de l'autre, de sorte à ce qu'on prenne par cette brèche pour vider ce sujet, discuter des situations ou des épisodes de l'escalade qui a fâché, que par ce convoyage de ce tout premier pétrole ou de cette première cargaison de pétrole embarquée dans les navires qui ont mouillé les eaux béninoises. Malgré les tensions d'il y a quelques jours, il y a 10 jours, 2 semaines, on ne pouvait pas s'imaginer qu'un événement comme celui-là aurait pu avoir lieu. Donc, vraiment que par la magie du dialogue et de la négociation, ce qu'on a obtenu, on croit fermement encore à cette vertu des échanges, notamment entre deux pays éternellement amis et frères, pour vider ce dossier jusqu'à la lie, de sorte à ce que les relations sur la question pétrolière, sur la question de l'oléoduc, comme sur la question générale des frontières, côté Niamey avec le Bénin, que la question se vide totalement. Oui. C'est un début de solution et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est progressif. Et que ce soit progressif dénote déjà du fait que les trois parties ont compris qu'il faut mettre les intérêts des différents peuples au cœur de la situation, au lieu de voir les intérêts personnels des chefs d'État ou de ceux-là qui se retrouvent en antagonisme. Mais le plus important, c'est que nous devons dissocier deux faits. Le projet pipeline bloqué, on doit le dissocier de la fermeture des frontières. C'est vrai que c'est deux États qui se comprennent, mais il faut dissocier les deux faits. Là, actuellement, nous sommes en train d'aller vers la résolution d'une crise qui, en réalité, prend en compte trois parties. Le Niger, le Bénin et la Chine. Et vous l'avez constaté, la médiation n'est pas venue d'une partie externe. La médiation est venue au milieu des trois encore. Parce que c'est la Chine qui a dépêché une délégation très vite au Bénin, et cette délégation a échangé avec le Bénin et avec le Niger. De toute façon, après le Bénin, la délégation est repartie également au Niger pour poursuivre les négociations de l'autre côté, parce que c'est l'intérêt de la Chine qui est d'abord en jeu. Après, on peut parler de l'intérêt du Niger, qui a contracté justement son marché avec la Chine, et maintenant le Bénin, à qui on a confié justement le convoyage du pétrole nigérien. Donc, le premier bénéficiaire de tout ceci, c'est d'abord la Chine. Et la Chine a vu, d'une certaine manière, ses intérêts menacés, a dépêché une délégation très vite à Cotonou pour échanger avec les autorités du Bénin et avec les autorités du Niger,
à distance. Donc, du coup, on sent que la Chine s'arrange pour que le projet pipeline ne soit bloqué par des intérêts qui opposent les deux pays. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut dissocier le projet pipeline à la fermeture des frontières. C'est certes une ouverture parce que quand les deux pays, les deux États acceptent déjà de commencer par échanger, parce qu'entre-temps, il y avait un véritable froid. Il y avait carrément un mur, je ne dirais pas le mur de Belège, je dirais le mur de Malanville, parce que, ou de Gaïa, qui mettait les deux pays à dos. Aujourd'hui, si déjà on offre un cadre de dialogue, un cadre de négociation, un cadre de discussion entre ces deux États, ne serait-ce que pour le projet pipeline, je pense que à travers justement ce petit creuset qui va se créer autour de l'intérêt commun Bénin-Chine-Niger, on peut maintenant commencer par aller vers l'ouverture, vers la négociation de l'ouverture des frontières. Mais cette négociation de l'ouverture des frontières, ça c'est encore un projet, c'est encore un travail qui est encore en... Parce que aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se dit et tout ce qui est reçu des deux côtés des deux frontières, on constate que la tension n'est pas encore pour autant tombée. Juste qu'aujourd'hui, pour les intérêts d'un business ou d'une affaire commune, d'une affaire tripartite justement, il faut nécessairement voir dans quelle mesure calmer un peu les tensions pour que vive un peu plus la paix, parce que là carrément c'est les intérêts, et ces intérêts se chiffrent en milliards. L'absence des autorités à la fois béninoises et nigérienne, contrairement à ce qui est prévu dans le contrat pour le chargement du 1er avril. Est-ce que ce n'est pas l'expression, cette absence-là, est-ce que ce n'est pas l'expression, dois-je dire, que la crise est vraiment aiguë et qu'on ne l'a vraiment pas entamée, William? Entamée, oui. On est encore au tout début. On n'a pas fait grand pas pour le moment. On a privilégié les intérêts économiques. Parce que pour le moment, en fait, Loïc disait qu'il faut séparer la situation de la situation de la question frontalière. Mais en fait, c'est en représailles à la posture jusqu'au boutiste, à la sempiternelle indifférence des autorités nigériennes actuelles, que le Niger en réponse se dit, s'il y a de l'informel, où il y a formellement fermeture des frontières terrestres entre nos deux peuples, qu'il y ait également fermeture des autres frontières comme l'oléoduc. Les frontières souterraines. Parce que le pipeline, il est passé. Il est souterrain. Il traverse deux pays. Et donc, si les pays ne peuvent pas communiquer par voie terrestre, par voie aérienne, ce serait possible apparemment. Je mets vraiment beaucoup de griffes. Sauf si on n'autorise pas. Donc, voilà en fait. Dans un contexte comme ça, on a écouté le chef d'État béninois, on a eu les différentes sorties. L'idée est claire, c'est pour montrer aux autorités nigériennes, attention, tous deux nous souffrons d'une situation qui perdure, mais là-dessus, vous profitez dans notre dos de notre indulgence excessive à la limite sur cette question. C'est pour forcer la main au dialogue, a-t-on dit, c'est pour forcer la main aux discussions autour de la question pétrolière. Donc, autour de la question des frontières. Donc, la question pétrolière et la question des frontières est légèrement liée, sinon est étroitement liée, selon moi, à cette posture par rapport au pétrole. Maintenant, un dégel total, non. Quand on a... Est-ce qu'on a même commencé le dégel? Oui, le dégel, il a commencé. Les deux parties ont été totalement absentes, justement à une cérémonie où les tests disaient quand même, qu'ils ont signé d'ailleurs... Souvenez-vous de ce que Patrice Talon disait. Souvenez-vous de ce que Patrice Talon disait. Que les autorités nigériennes n'ont jamais saisi les autorités béninoises formellement sur la question de l'inauguration. Cela voudra dire que le dialogue, la discussion diplomatique de ce point de vue-là est toujours rompue. Mais quand même, la tierce personne, la partie chinoise, a pu, malgré les tensions de part et d'autre, faire bouger les lignes et faire embarquer le pétrole. Pour moi, c'est un début de solution. Peut-être la crise, vous savez, culturellement et sociologiquement, les Nigériens, ils sont difficiles. Je ne stigmatise pas un pays, mais quand on a fini de faire beaucoup d'élucubration intellectuelle sur la question pendant des temps ici, pour avoir écouté beaucoup de Béninois qui parfois nous font des retours sur des questions dont nous débattons ici, des gens vous diront, des sachants, des habitués de ces populations-là vous diront que les Nigériens, culturellement, ils sont
très étanches en amitié, mais ils sont encore difficiles quand vous les égratignez. Donc, sur cette question, peut-être, ils sont légèrement campés sur leur position. Pas légèrement, ils sont campés sur leur position. Donc, c'est un début de décrispation. C'est un élément qui montre que on n'est pas pour autant contre les intérêts du peuple nigérien. On n'est pas braqué contre les intérêts du peuple nigérien. Maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est une brèche à exploiter pour un dialogue offrant entre les deux. Riche, est-ce que véritablement on a commencé le dégel? On a commencé le dégel, mais comme je l'ai dit, contrairement à ce que pense William, le dégel, on peut dire que le blocage qu'on a connu, c'est vrai que c'est suite à tout ce qu'on a déjà vu par rapport à la frontière à la fermeture de frontières, mais le dégel va se gérer en deux options. La première option, vous avez vu, là actuellement, nous ne parlons qu'économie, nous ne parlons que business, nous ne parlons qu'affaires, nous ne parlons que milliards. Pour l'instant, c'est ça qui intéresse, c'est ça qui est pratiquement la partie la plus importante et qui les a contraints à revoir leur position. Mais jusque-là, les intérêts des deux peuples, du Niger et du Bénin, sont encore latents. Jusque-là, on n'a pas encore réellement commencé cette réelle décrispation pour la réouverture des frontières. C'est pour cela que je dis que déjà, le creuset qui est en train de se créer et que d'ailleurs la Chine a facilité parce que c'est la Chine qui d'une certaine manière est allée vers d'abord le Bénin puis vers le Niger et ramène les deux parties à la table des négociations pour vraiment échanger. Je pense qu'on peut profiter, et c'est justement ce qui devrait être fait, on doit profiter de ce creuset pour non seulement aplanir les divergences sur les actions qui n'ont pas été très bien comprises au niveau du blocage, parce qu'effectivement, le blocage n'a pas été très bien interprété du côté de Niamey. Donc, aplanir les divergences à ce niveau et maintenant commencer par créer une autre ouverture vers la frontière. Faire en sorte que cette assise puisse permettre de régler les non-dits qui ont été faits, qui ont été distillés dans la population, parce que là, aujourd'hui, le Niger estime, ou les autorités nigériennes estiment que le Bénin est contre les intérêts du peuple nigérien et que le Bénin pourrait être carrément servi de cadre pour une éventuelle attaque contre le Niger. Je pense que les autorités nigériennes doivent pouvoir maintenant avancer un peu les preuves de ce qu'ils allèguent, parce qu'une chose est d'attaquer verbalement un État en estimant que cet État va venir. Oui, on a déjà fait ce débat. C'est justement... Non, c'est juste... Si on ne tient pas compte de ce cadre-là, les échanges ne pourront pas vraiment tenir. Parce qu'une chose est de demander que les gens échangent. Mais qu'ils échangent sur quoi? Sur ce qui pose le problème, ce qui pose le différent. Voilà. Et quand aujourd'hui on constate que ce différent, malgré tout ce qu'on dit, n'est pas encore réellement aplani, il faut vraiment creuser l'abcès pour pouvoir enlever le pur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, William, que les Chinois sont venus juste régler leurs problèmes, c'est-à-dire charger leur pétrole et partir tranquillement, et que ils ont travaillé à réunir les conditions pour ça, et que bon, quand c'est bon, et puis le pétrole il est parti. Que voulez-vous? Ce sont des commerçants, hein. Ils sont à la recherche du profit et ils ont intérêt à faire bouger les lignes au profit de leurs intérêts financiers. Mais attention, ils sont partis à un contrat ayant pour co-contractant deux États souverains. Attention, ils savent et ils mesurent l'enjeu de la situation. Et si les relations diplomatiques continuent à s'envenimer, à se dégrader, ils savent que ce contrat sera jeté un jour par la fenêtre. On ira peut-être devant la Cour internationale de justice. Un État sera condamné à quelques amendes avec le contribuable et les fonds publics et deniers publics sur quelques années, ce sera vidé et ce sera une perte pour eux tous. En fait, dans un contexte comme ça, il faut comprendre qu'ils ont intérêt à amener les États. Par contre, ce qu'ils n'ont pas le moyen de faire, selon moi, parce qu'ils sont chinois, et deuxièmement, parce qu'ils sont prestataires privés, ce qu'ils n'ont pas le moyen de faire, c'est de forcer la main pour la négociation. Mais c'est un moyen, ils ont le moyen aujourd'hui de dire, pour les intérêts de nous tous, je vous incite, chers États, ils ont actionné des leviers permettant à chaque partie, que ce soit du côté du Bénin ou du Niger, d'aller à la négociation, d'aller à la discussion, parce que de la santé
des relations entre les deux pays dans les tout prochains jours, de la désescalade et ensuite de la consolidation étanche des relations entre les deux pays, dépend la survie de ce projet qui est, je sais pas, un projet presque éternel parce qu'on parle d'une ressource qui est presque intarissable. Il y a, vous savez, aujourd'hui on parle d'un certain nombre de barils. À la longue, les gens pensent à 200 000 barils par jour à produire au Niger. C'est un projet énorme. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver un petit robinet à côté pour que nous-mêmes nous puissions en profiter au lieu d'acheter l'essence à 600, à 700? Vous avez une raffinerie? Vous avez une raffinerie? Bon, on peut faire ça avec... de façon artisanale, comme vous en avez l'habitude. Oui, vous êtes des spécialistes de la consommation. Et puis avoir l'essence, le litre à 125 francs. Ça ne tuerait personne. Vous êtes habitué, cher Béninois. Dommage, vous n'en aurez pas l'occasion. Allez, c'est une parenthèse. Vous n'en aurez pas l'occasion. Je pense que, et si les autorités chinoises, pas autorités chinoises, les autorités ou les responsables de l'entreprise chinoise, parce que personnellement, je n'ai pas vu l'implication des officiels chinois. C'est peut-être mon constat. Peut-être en sourdine. En sourdine, peut-être. Et c'est justement ça. Dans ce genre de conflit, les discussions ne sont pas devant micro et caméra. Oui, je pense vraiment. Parce que même dans la conférence de presse conjointe du ministre Adambi avec les responsables chinois, le Bénin est resté légèrement, sur un ton légèrement ferme. Le Bénin n'est pas pour autant revenu de l'ambiance syrienne. Non, pas pour autant. On a envie de dire et de se demander tout ça pour ça finalement, parce que les Nigériens ne sont pas encore venus. On a arrêté un moment le robinet, puis après les Chinois ont chargé. On a fait beaucoup de bruit pour rien, non? Non, absolument pas. On a fait du bruit pour avoir un résultat. Parce que, vous savez, dans le thème d'accord, il faut faire très attention. L'accord, c'est quoi? C'est le pétrole nigérien à destination de la Chine et qui passe par le Bénin. Donc, il faut déjà comprendre ça à ce niveau. Si vous me confiez le convoyage de votre produit et que, normalement, c'est vous qui devriez me dire on peut charger ou on ne doit pas charger. Et si c'est la Chine, celui avec qui on veut envoyer, qui vient me notifier que oui, on est prêt, charger, non, j'attends votre accord. Et étant donné que le Niger n'a pas donné d'accord, le Bénin a préféré simplement bloquer d'abord. Parce que c'est un travail qui se fait de douane à douane, de douane nigérienne vers la douane béninoise. Et justement, quand les Chinois sont venus, ils ont échangé avec les responsables béninois qui ont expliqué le fond du problème. Les Chinois ont appelé le Niger et justement avant que l'autorisation provisoire ponctuelle ne soit donnée, mais on a eu l'accord, on a eu la demande officielle de la douane nigérienne. Et c'est ça qui a déclenché justement cet accord. Ce qui veut dire que, oui, parce qu'ils ne sont pas venus physiquement, mais la douane nigérienne a fait le pas en envoyant une demande, une autorisation pour charge de chargement. Cette autorisation de chargement a permis au Bénin de dire, ok, maintenant cette note fait foi. Le Niger m'autorise maintenant à charger le premier navire. Mais étant donné que j'ai insisté pour que les autorités nigériennes viennent à la table de négociation pour qu'on échange, comme j'ai reçu l'autorisation et comme le partenaire chinois aussi est là pour demander qu'on fasse preuve d'intelligence tous les deux, alors j'autorise de façon provisoire et ponctuelle le premier chargement qui est évalué à 1 million de barils par exemple. Donc vous voyez, il n'y a pas eu du bruit pour du bruit, mais il y avait une réaction pour pouvoir demander une autorisation légale. Imaginez un peu, si éventuellement le Bénin chargeait et que finalement le Niger dit mais je ne vous ai pas autorisé à charger. Mais c'est le Bénin qui est en infraction. C'est pas les pirates non plus. Non, ce n'est pas les pirates, mais en termes dans les accords financiers, dans les accords économiques, il faut faire très attention. Parce qu'en réalité, celui qui te l'a confié ne t'a pas dit charge. Ce n'est pas celui vers qui on charge. Parce que dans cet accord, le Bénin n'a pas réellement de lien avec la Chine. C'est avec le Niger que le Bénin a de lien. C'est-à-dire, le Niger confie son pétrole, le convoi de son pétrole au Bénin. Et c'est le Niger qui doit dire, oui, chargez. Non, ne chargez pas. Il n'y a pas eu cette autorisation, il n'y a pas eu cette demande. Mais la Chine dit, ok, le navire est là, chargé en même temps. Non, on ne peut pas charger. On met un blocus. On attend que les autorités nigériennes disent, notamment la douane nigérienne. Donc ce n'est pas une question de frontière en réalité. C'est pour cela que je vous disais qu'il faut dissocier les deux. Bonjour Eric, bonjour. On va aborder le deuxième axe de ce sujet ce matin. On a vu quand même que pendant qu'on chargeait le navire chinois, il y avait des déclarations à Niamey
pour, doit-on dire, compliquer davantage les choses, Kemi Seba, panafricaniste d'origine béninoise, qui était face donc à la presse nigérienne pour parler non plus, je dois dire, de base militaire française destinée à l'attaque de Niamey, mais plutôt de légionnaires français noirs, bien formés et qui forment, ma foi, des terroristes pour envahir Niamey. Eric? Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous voyons notre compatriote Kemi Seba dans ce genre d'échanges, d'accusations et d'attaques. Il est un peu, il nous aura habitués quand même à ce registre de discours. C'est quand même un peu déplorable pour quelqu'un qui aspire à être candidat un jour gouverner le Bénin, tenir de pareils propos sur son propre pays. Je peux comprendre que cet activisme dont on paye la facture à un moment donné soit très rentable sur notre continent parce que quelqu'un a forcément intérêt à ce que derrière on puisse aller jusqu'à diffamer, on puisse aller jusqu'à insulter, apporter des injures à l'endroit d'un chef d'État, n'est-ce pas? Et donc, ça marche bien avec sa copine Nathalie. Je pense que après ce que nous avions observé de la part du Bénin et comme bonne volonté de pouvoir trouver une solution et que le premier navire a chargé du pétrole du côté du Niger, je m'attendais à ce qu'on retrouve une certaine sagesse dans une forme de diplomatie pour être dans la même logique, plutôt que de continuer encore dans une forme d'agitation, de pouvoir payer les services d'activistes très reconnus sur le continent, qu'on paye, qu'on héberge, qu'on traite, n'est-ce pas, à davantage mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que cela apporte aux autorités du Niger de pouvoir héberger sur le sol des activistes qui, dans un contexte peu tendu, où tout le monde cherche à pouvoir trouver des solutions, tout le monde cherche à apaiser, n'est-ce pas, qu'on relance encore avec des accusations, des insultes. Vous imaginez si, en réponse à ce genre d'activité, ici aussi à Cotonou, on paye des services d'activistes, on organise la même activité à l'endroit de l'autorité du Niger. Vous imaginez ce que ça va donner? Des cris et aux déclarations. Parce que c'est venu aux accusations de ce que, entre-temps, on hébergerait. Chacun paye son camp. Non, c'est venu justement de là. Donc, je pense que je m'attendais à ce que, après ce que William et Ulrich ont évoqué du côté du Bénin, que de l'autre côté, on puisse revenir à de meilleurs sentiments. Mais c'est à croire que nous n'en sommes pas encore là et c'est bien malheureux. Ce que moi je note aujourd'hui, c'est une volonté affichée des autorités béninoises de pouvoir sauvegarder, disons, l'exécution du contrat portant sur le projet Pipeline, parce que après les déclarations sur papier, les propos face à la presse, on a assisté au premier chargement de ces barils-là qui sont certainement en route déjà pour la Chine. Ça, c'est une preuve matérielle de ce que les autorités béninoises ont envie de voir les choses changer. La deuxième volonté, c'est bien entendu la suite favorable qu'on a donnée à ce courrier de la douane béninoise. Si on était dans une position de va-t-en-guerre, de non-recherche de solutions à ce bras de fer qui n'arrange personne, on n'aurait pas peut-être donné suite favorable à ce courrier que la douane béninoise a cru devoir envoyer. Ça veut dire que du côté de Niamey, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'on doit faire pour faire marcher un peu les choses. Mais quant à la question de votre question par rapport à Kemi Seba, moi je sais qu'en Afrique, si on est un vrai panafricaniste, je pense qu'il ne faut pas oublier les valeurs africaines. Lorsque vous êtes face à un aîné, lorsque vous êtes face à une autorité, dans notre culture, on sait qu'il y a une certaine déférence à avoir face aux autorités. Au nom de quel activisme ou au nom de quel panafricanisme? On a vu des panafricanismes, Thomas Sankara, ceux-là qui ont vécu et qui ont laissé des traces ici. Ce n'est pas de cette façon qu'on a fait du panafricanisme. Ah non, hein? Thomas Sankara a dit à, comment est-ce qu'il s'appelle, l'ancien président, à Mitterrand, droit dans les yeux, que c'était une France qui a été souillée par justement ce président sud-africain qui pratiquait l'apartheid. Donc, la fougue est dedans, et quand il s'agit de l'unité et de l'entente entre les
pays africains, ils ont toujours le verbe aussi acerbe. Allez fouiller dans les propos de Sankara. Donc ça, c'est une insulte. Mais là, Sankara... C'est une grosse insulte pour la France. Sankara... C'est une grosse insulte pour la France, si vous ne savez pas. Allez fouiller. Oui, ça l'a indisposé parce que c'était une vérité. À des moments donnés, moi, je pense qu'on se laisse un peu aller... disons, on ne sait plus la matière qu'on est en train de soulever, de vouloir défendre dans les déclarations de certains panafricanistes. Et donc, pour moi, quel intérêt nous avons aujourd'hui à opposer ou à ne pas vouloir que le Niger et le Bénin règlent leurs différends? Et c'est là que, moi, les déclarations de Kemi Seba, ça me gêne un tout petit peu. On se jette sur tout, on veut déloger des présidents. Et depuis qu'il dit ça, on n'a jamais délogé un président sous ses ordres, sous son instigation. On veut déloger, c'est tel président qui est mal élu, c'est tel autre qui n'a pas le droit de gouverner, il faut qu'il parte de tel pays. Moi, je pense qu'on peut faire de façon élégante du panafricanisme. Tout ce que nous faisons là aussi, c'est du panafricanisme. Tous ceux qui n'apporteront pas de l'eau à ce feu qui brûle entre le Niger et le Bénin, moi, je pense qu'ils ne sont pas de bons Africains. Vous voyez la cage du voisin brûlé. On va distinguer les bons des meilleurs. Hein. William, à un moment donné, il faut le faire pour l'intelligence africaine. Attention, hein, on a affaire à un panafricaniste de droite. Vous savez, les panafricanistes, même en leur sein, ils sont divisés. Oui. Vous voyez les panafricanistes de gauche qui viennent à la tête du Sénégal. Vous avez entendu ce que Sonko a dit à Jean-Luc Mélenchon sur les États de l'AES. Ça aussi, c'est du panafricanisme. Et là, c'est du panafricanisme même à la tête de l'État, au sommet de l'État. Il est chef de gouvernement. Et voilà ce qu'il dit au principal opposant et un extrémiste gauche de France. Vous voyez, il y a de petites nuances sur la question. Le panafricanisme aussi voudrait qu'on privilégie les intérêts du continent sur les intérêts particuliers de sa nation, ce qui peut amener parfois certains panafricanistes à ne pas avoir froid aux yeux quand ils dégomment leur propre pays, quand ils dégomment leur patrie. Ils sont peu le panafricaniste est moins nationaliste et parfois pas moins nationaliste, mais le panafricaniste peut léser les intérêts de sa nation, de sa patrie légèrement, au profit de son continent, au profit de l'Afrique qu'il voudrait voir unie, ou les États-Unis d'Afrique, un peu comme, surtout les extrémistes, surtout ceux qui sont de droite. Mais par contre, attention à notre panafricaniste en question, à notre compatriote, Kako Chichi. Vous voyez, quand vous avez eu la chance d'être reçu par le général Tchiani, vous êtes un des rares Béninois, je ne sais pas, depuis hier que j'ai connaissance du sujet, je réfléchis, je ne sais pas si un autre Béninois a donné une poignée de main au général Tchiani depuis qu'il est là. Le déplacement du député Issa Salifou au Niger, c'est vrai qu'on n'a pas eu toutes les images, mais il était quand même le premier mais je n'ai pas vu la poignée. Je n'ai pas vu la poignée de main entre le général Tchiani et Salifou Issa. Mais j'ai vu des images sur lesquelles il y a eu même une photo de famille entre le général Tchiani et Kemi Seba. Attention, quand vous êtes un interlocuteur de cette taille, que vous êtes béninois, que vous revendiquez de la nationalité béninoise, pour moi, vous n'avez pas jeté de l'huile sur le feu, mais vous êtes un des interlocuteurs privilégiés. Vous êtes une des portes de sortie à privilégier. Vous êtes par excellence un médiateur de votre pays. Je ne demande pas. Quand le pays qui est souvent la cible de leur critique est au cœur même du problème qui se pose, comment vous voulez qu'il se pose? Vous savez, il y a un petit problème. Si malgré votre tête de Béninois, malgré votre casquette de Béninois, d'autres casquettes qui sont les vôtres peuvent vous amener à être en odeur de sainteté avec les autorités actuelles nigériennes, c'est que vous êtes privilégié d'une manière ou d'une autre. Dans une posture comme celle-là, quel que soit ce que vous avez à reprocher à votre pays, dans un franc dialogue, vous le reconnaissez sous boisseau, vous le reconnaissez dans les conciliabules. Mon pays, mon gouvernant, je ne l'aime pas, il a fait telle chose, mais s'il vous plaît, monsieur le général nigérien, dans ma peau, avec la petite considération que vous me donnez, je plaide pour telle solution. Les légionnaires en Afrique, avant que je naisse, ça a existé et ça existe toujours. Je ne sais pas combien de vrais militaires français ou américains viennent sur nos territoires. Les légionnaires, ça vient de quel rang, de quel grade, et ils sont combien sur la question des légionnaires. Encore qu'il a parlé de légionnaires noirs, ça voudra dire qu'on reconnaît que même ceux qui sont de peau blanche, il y a des légionnaires d'autres nationalités aussi qui y sont. En fait, quand on a ces cartes en main,
quand on a ces facilités par rapport à Niamey, pour moi, il faut être l'homme de la paix, l'homme du pacifisme, parce que ces tiraillements entre ces deux États ne renforcent pas le panafricanisme, c'est plutôt l'effritement de l'Afrique. L'Afrique s'émiette au profit de puissances occidentales, reconnaissons-le. Ce qui nous divise aujourd'hui sur la question des frontières, sur la question des bases militaires, sur la question du pétrole, quoi qu'on dise, tout ce qui nous divise aujourd'hui profite plus à des gens qui sont outre-Méditerranée que nous-mêmes. Et quand on n'est pas l'africaniste, il faut travailler à ne pas laisser ça continuer. Vous savez, Blaise Pascal disait dans ses pensées, la Vous vraie êtes philosophe. La vraie rhétorique se moque de la rhétorique. Et la vraie morale se moque de la morale. C'est-à-dire, la rhétorique, c'est que vous avez une bonne qualité de verbe, et vous avez une bonne verbe à la limite, mais quand la vraie rhétorique vous dit, malgré tout cela, c'est ce que vous voulez dire, n'arrange pas le peuple, n'arrange pas les gens, c'est mieux de vous taire. Il ne faut pas flatter le peuple non plus. Non. Il faut savoir quoi dire. Il faut savoir quoi dire, quand le dit, où le dit, et les circonstances dans lesquelles il faut le dire, les mots pour le dire. Pourquoi je dis tout ceci? On connaît très bien le verbe. Et la verbe à la limite de Kémy Séba, qui à la limite dit beaucoup de choses. Mais en de pareilles circonstances, est-ce que mettre l'huile sur le feu arrange l'Afrique qu'il prétend défendre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, jusque-là, je n'ai pas eu de preuve, parce que j'ai écouté tout ce qu'il a eu à dire, je n'ai pas eu une seule preuve avancée clairement pour dire, oui, ils sont à tel endroit, ils sont tel nombre. Je n'ai pas ouï dire ça. Troisième autre chose, pourquoi Kémy Séba, béninois, Bontin, qui sait que personne ne lui en veut au Bénin, parce qu'il est venu il a fait beaucoup de vidéos au Bénin. Pourquoi n'a-t-il pas fait cette conférence-là au Bénin pour attirer l'attention de ses compatriotes sur ce que le gouvernement fomente contre ce pays? Ça fait 3 questions que j'ai posées. Je n'ai pas eu des réponses. Vous voyez, j'espère que ce n'est pas à moi. Non, ce n'est pas à vous. C'est-à-dire, c'est des questionnements que j'ai eus quand je suivais sa conférence de presse. C'est pour vous faire comprendre que il faut savoir quoi dire et quand le dire. Quand vous prenez un tel sujet et que vous allez devant la presse nigérienne, a priori, et que vous organisez une conférence de presse, que vous vilipendez à fond votre pays, sans preuve, je précise, sans preuve, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, et que vous dites tout ceci, est-ce que c'est de nature à vraiment donner l'image qu'il faut à votre continent? Non, je suis désolé. Un panafricaniste à sa ligne. Mais quand on constate aujourd'hui que des panafricanistes dessinent eux-mêmes leur ligne de panafricanisme, qui n'est pas exactement ce qui devrait sous-tendre le panafricanisme, là, on se pose des questions sur les intérêts. Voilà des gens, voilà un peu des gens qui condamnent d'autres pays, hein, qui selon eux sont sous influence de puissances étrangères, mais qui eux-mêmes leur activisme est sous influence d'une autre puissance. Ouais. Finalement, on se moque de qui dans cette affaire? On sait, derrière les activités de Kémy Séba, de Nathalie, n'est-ce pas, tout ce monde-là, on sait qui est derrière, qui a intérêt, n'est-ce pas, que ce genre de discours prospère véritablement sur notre continent. Vous savez, plusieurs fois... Celui de Kémy Séba, hein, quand même. J'essaie de faire une petite démarcation. J'interroge dans les deux ont le même style de langage, les deux ici j'interroge face à la France. Oui. Non, ici j'interroge pour un cas Kochichi, originaire de Savalou, une commune du Bénin, j'interroge le béninois Kémy Séba. Je ne peux pas faire le même procès, je ne peux pas analyser les faits de la même façon avec Nathalie Niambe. Donc, je fais une légère démarcation. La belle preuve, dans mon analyse tout à l'heure, je le mettais légèrement en cause. Comment est-ce qu'un béninois qui a ses privilèges à Niamey ne puisse pas en profiter? Nathalie Niambe a peut-être intérêt à diviser le Bénin et le Niger, qui sait? C'est possible peut-être. Bon, c'est une filière qui marche pour le moment. J'espère qu'un jour on aura de vrais panafricanistes comme... Ça ressemble plus à une opération de charme. Ça ressemble à une opération de charme vis-à-vis des autorités nigériennes. C'est ce que moi j'ai lu à travers cette conférence de presse. C'est une opération de charme vis-à-vis des autorités nigériennes. Oui, mais c'est une vieille guerre. Hein. On a vu aujourd'hui, enfin hier, on a vu le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Chacun défendait avec des idéologies et était financé. C'est pas tout ça, non? C'est une... Enfin, l'Afrique est un terrain d'expérimentation
je dois dire des idées, des projets, de tout ce que les Occidentaux ont envie de faire dans leur vie pour changer un peu d'humeur et surtout se distraire. Oui, on a désormais des Orientaux aussi. Des gens qui nous viennent de l'Est aussi, qui commencent aussi à faire ce jeu-là. Bon, c'est à nous de voir si on peut continuer à être des terrains d'expérimentation et si on le concède, de distraction et de plaisir. Il est 8h41. J'avais un dernier axe pour qu'on échange, mais il est parti. Non, je ne peux pas vous faire confiance parce que quand vous allez prendre la parole, Dieu seul sait si on ne va pas se retrouver à 9h10 et 20 par là-bas. C'était de voir si dans ce contexte-là, avec les déclarations de Kémy Séba, si on peut vraiment s'en sortir, Franck. On va s'en sortir. Kémy Séba n'est pas au-dessus des États. Moi, je pense que la solution est quelque part et les États doivent. C'est quoi la solution? Elle est où? Non, la solution, je pense qu'avec le projet Pipeline qui suit son cours, qu'on puisse trouver entre nous des médiateurs, des gens qui puissent parler. Parce que là, maintenant, c'est comme un dialogue de sourds. On veut se parler, mais on ne se parle pas. Qui doit mettre les deux autour de la table pour se parler? C'est là le réel problème. Et si, par exemple, Kémy Séba se proposait, par exemple, de mettre les deux États, quelle que soit la vérité, parce que je me rappelle, au fond, au moment de la crise, qu'il a critiqué les propos de Patrice Talon. Ça veut dire qu'il y a des pages qu'on devrait tourner et maintenant se tourner vers l'avenir. S'il s'était proposé comme médiateur, mais il serait, à mon avis, l'homme du salut. Mais aujourd'hui, malheureusement, il faut d'autres personnes pour mettre les deux parties. Il ne faut pas espérer. Franck a fait 32 secondes. Oui, il ne faut pas espérer que Kémy Séba soit médiateur parce qu'on connaît sa position vis-à-vis de la personne. Je dis bien, je n'ai pas dit du Bénin, de la personne Patrice Talon. On a vu ses vidéos, on a vu ses audios. Donc, a priori, il faut simplement trouver des personnes capables, effectivement, de créer cette synergie entre le Bénin et le Niger. Des personnes, peut-être, elles peuvent ne pas être béninois, mais le plus important, c'est qu'on arrive à ramener ces deux États, les autorités de ces États, à la table des négociations pour échanger de vivre. Comment ça va tu m'accuses de tout. Non, c'est très simple. Tu m'accuses de quoi? Voilà ce que j'avance comme argument et moi, voici les preuves que je te dis. Et puis, je pense que ça va clarifier les choses. D'abord, que les autorités du Niger baissent un peu les gardes et rentrent dans la dynamique de ce que les Vous demandez à un militaire de baisser la garde? Puisqu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas pire dans la demeure. Il n'y a que... Ah, militaire. Oui, le temps peut-être, d'accord, mais... Oui, même bercer la garde, parce qu'il n'y a pas pire dans la demeure. Il n'y a que eux qui voient le diable un peu partout. On nous a accusés de base. Bon, maintenant, on a des légionnaires de pouvoir. Oui, mais ils ont raison. On a menacé de les attaquer aussi. Nous allons... La CEDEAO a menacé de les attaquer. Donc, c'est normal qu'ils soient sur leur garde. Sur ce point, je leur concède. Mais parmi les pays qui ont menacé d'attaquer, il y a le Nigeria qui est toujours là. Donc, ils ont ouvert la frontière. sont ouvertes aujourd'hui. Oui, donc je pense que il nous faut baisser la garde. Au Nigeria. Il y en a au Bénin. Il y en a, enfin, je ne sais pas. Eux, ils ont dit qu'il y en a et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas ouvrir les frontières. Oui, continuez pas à ce qu'ils disent. Oui, ah non, on est journaliste. On est journaliste. On parler de mercenaires. On est journaliste. Mais lorsque on tient compte des déclarations de ci et de ça. Il n'y a pas de flanc à prêter. Ce que je sais, si c'est chaud au niveau des autorités des deux pays, je pense que les peuples vont pouvoir jouer un rôle. Parce que Patrice Talon n'est pas éternel à la tête du Bénin. Et Tiani non plus, même général tout puissant qu'il est, il n'est pas éternel à la tête du Niger. William, les deux peuples feront imposer le dialogue. Comment on s'en sort? Est-ce que c'est possible avec même si Kémy Séba n'est pas médiateur, il y a des médiateurs. On vous dira que les autorités actuelles du Niger sont très proches des Tchadiens du point de vue ethnique, du point de vue sociologique, géopolitique aussi. Le Bénin est en odeur de sainteté avec le Tchad. Il y a beaucoup de cadres, de hauts fonctionnaires des Nations Unies et des institutions internationales qui sont ici. La question du Sénégal, la piste du Sénégal est une piste qui ne dit pas son nom aussi, du point de vue religieux, du point de vue aussi sociologique. Est-ce que le Bénin peut vraiment discuter avec les autorités sénégalaises? Enfin, non pas qu'il y a brouille, mais il n'y a aucune brouille. On a quand même vu la bonne intelligence qu'il y a eu entre l'ancien régime sénégalais et le régime actuel au Bénin. S'il y a eu cette
cette position frontale entre les deux régimes qui se sont succédés à Dakar, je me demande si véritablement on peut se parler avec confiance entre Cotonou et Dakar. Les États ne dialoguent pas avec des régimes politiques, les États dialoguent avec les États. Les relations entre les États subsistent en fonction des États eux-mêmes et des positions des lignes de politique étrangère et non pas avec la tête de ceux qui se succèdent. La belle preuve, ce n'est pas parce que les gens d'une partie du monde n'aiment pas Jair Bolsonaro qu'ils ont arrêté de traiter avec le Brésil en attendant, en travaillant à ce que Lula revienne au pouvoir. Donc c'est pour dire en fait que le Sénégal et le Bénin, c'est des pays frères et très amis. Et le Sénégal et le Niger, c'est une longue histoire. Et avec la position des jeunes au pouvoir aujourd'hui sur la question des États de l'AES, Tinubu a mandaté Diomaye Faye pour aller discuter avec les États du Sahel. Aujourd'hui, c'est un interlocuteur privilégié. Avec ça, Patrice Talon peut profiter de la brèche. Moi, je trouve ces deux pays-là comme étant des États. Même les anciens présidents de certains pays, hein, on dira qu'il y a encore des anciens présidents Toubou. Lamine Zey, il est Toubou. Hein, donc, il y a fatigué. Vous dites? Obasanjo est fatigué. Pas que Obasanjo, j'ai parlé des Toubou, donc des anciens gouverneurs du Tchad, du Sénégal, pourquoi pas même du Mali, d'anciens gouverneurs du Mali. Donc, on a ces pistes-là qu'on peut exploiter, jouer sur les lignes religieuses, les lignes de croyances, les lignes sociologiques, les lignes ethniques, tribales. Et tout ça sera pour le bien de ce pays. Merci beaucoup. On a été très modéré en plus. Et Monsieur Ekwegaba, merci beaucoup pour votre modestie dans la prise de parole aujourd'hui. Je vous décerne la palme d'or. Je vous envoie vers la vice-présidente de Bénin pour recevoir votre décoration. Vous ne parlez pas de Christian, vous ne parlez pas de William? Non, il m'a pris 3 minutes. Donc, c'est pas le plus... Oui, vous êtes déjà passé dans l'ordre national des... Commandeur. Oui, commandeur, voilà. Bonne journée. Mesdames et messieurs, juste après moi, la revue de presse. Bonne journée à vous, à demain. Bonjour à toutes et à tous. Cotonou joint l'acte à la parole. Quelques jours après la levée provisoire par les autorités béninoises de l'embargo sur le pétrole nigérien, le premier navire a été chargé de l'or noir avec succès à la station de Semepodi. L'information est rapportée par plusieurs journaux parus ce matin, dont Fraternité qui précise que 1 million de barils ont été exportés à l'international aux environs de 1 heure de ce dimanche 19 mai 2024. Selon Yuri Kidriachov, intendant supérieur de la marine de Wapco cité par le quotidien, il s'agit de l'aboutissement heureux d'un travail de chargement qui a débuté depuis le vendredi 17 mai à 18h30. Tout en célébrant cet acte posé par le Bénin en vue d'un dégel de la crise avec le Niger, le matinal dénonce l'antipatriotisme de l'activiste panafricaniste béninois Kemi Seba. Pour le quotidien, Stéliogile Kapochichi alias Kemi Seba est un danger pour le Bénin et il l'a démontré à suffisance dans la crise qui oppose le Bénin au Niger à travers une conférence de presse qu'il a organisée le week-end écoulé à Niamey. À cette occasion, nous apprend le matinal, il a argué de l'existence de légionnaires noirs dans son Bénin alors que les autorités nigériennes évoquent à tort des bases militaires. Les détails à la page 3 du journal. En attendant la normalisation des relations entre Cotonou et Niamey, entre Patrice Talon et Olivier Bokor, un regain de confiance s'observe. C'est du moins le constat que fait Matin Libre, qui annonce que le chef de l'État et son alter ego voyagent ensemble sur le Brésil. Patrice Talon effectue du 23 au 26 mai une visite officielle au Brésil. Et comme on pouvait s'y attendre, avec le développement de l'actualité ces derniers jours, Olivier Bokor fait partie de la délégation qui accompagne le président au pays de Lula. Le quotidien précise qu'à l'occasion de cette visite, les échanges porteront sur les secteurs de l'éducation, de la coopération et de la culture. Mesdames et messieurs, changeons de registre pour parler immigration clandestine. Nord-Sud Quotidien nous informe que des Béninois périssent en mer. Dans la nuit du 16 au 17 mai 2024, au large des côtes tunisiennes, une embarcation transportant une cinquantaine de migrants de diverses nationalités, y compris des Béninois, a fait naufrage. Selon un communiqué, le ministère des Affaires étrangères dit suivre de près l'évolution de la situation
en coordination avec les autorités tunisiennes, ses partenaires et une mission consulaire présente à Tunis pour préparer le retour volontaire de 165 migrants béninois. Pendant ce temps, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin s'apprête à battre à nouveau le pavé. Cette fois-ci, il ne s'agit nullement d'une marche contre la faim, ni pour revendiquer une amélioration des conditions des travailleurs, mais plutôt d'une manifestation pour célébrer la victoire du droit à manifestation. Le communiqué de la Confédération est à lire in extenso à la page 4 de Décryptage Info. Mesdames et messieurs, achevons cette revue par des nouvelles de l'Assemblée nationale. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Alimatou Chadia Assouman, était au Parlement jeudi 16 mai dernier pour répondre à la question orale avec débat posée par le député Lafia Boubacaré Oumarou du groupe parlementaire Les Démocrates relative à la fabrication et la vente de boissons frulatées. Dans sa réponse, la ministre Alimatou Chadia Assouman a rappelé les actions du gouvernement dans la lutte contre la prolifération des produits de consommation de mauvaise qualité pour préserver la santé des populations. Au cours du débat général, la plupart des députés intervenus ont tenu à rappeler au gouvernement qu'il s'agit d'une question de santé et qu'il faille aller au-delà des mesures déjà prises. Fin de la revue de presse de ce lundi 21 mai 2024.